Bonsoir, voici les titres de l'actualité. La Guinée-Bissau est en deuil. Le président Malam Bekay Sagna est décédé à Paris des suites d'une longue maladie. Grand Magal de Touba, J-3, les préparatifs vont bon train. Le président Ouad s'est rendu dans la ville sainte. Dossier spécial en fin de journal. Enfin, la page sportive du lundi ce soir au menu, début du regroupement de nos Lions du foot à Dakar. Le président Malam Bekay Sagna est décédé aujourd'hui à Paris. Le chef de l'État de Guinée-Bissau était hospitalisé depuis un mois. Il dirigeait la Guinée-Bissau depuis 2009. C'est en juillet 2009 que Malam Bekay Sagna est élu président de la Guinée-Bissau. Ce vieux routier de la politique et ex-chef d'État intérimaire prend la tête d'un pays très instable, miné par le narcotrafic. Originaire du Sud, cet ancien combattant a lutté contre le Portugal, ex-puissance coloniale. Malam Bekay Sagna était l'un des cadres importants du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Hospitalisé en France depuis plusieurs semaines, le président Malam Bekay Sagna souffrait de troubles cardiaques et de diabète depuis sa prise de fonction. Il est décédé à Paris à l'âge de 64 ans. La Guinée-Bissau est en deuil. Le président Malam Bekay Sagna est décédé donc aujourd'hui. Le Sénégal offre son assistance pour le rapatriement de la dépouille. L'ambassadeur de Guinée-Bissau au Sénégal en a discuté avec le chef de l'État. C'était au cours d'une audience ce matin. Je viens à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, pour me faire savoir de la partie sénégalaise sur le décès du président Malam Bekay Sagna. Comme vous savez, le président était malade déjà pendant un temps et c'était toujours ici au Sénégal qu'il s'est fait soigner avant de sortir pour Paris. Donc c'est l'occasion de présenter le plus grand respect pour l'amitié que le président Ouad a montré envers son collègue et ami et fils, comme il disait, de la Guinée-Bissau, Malam Bekay Sagna. Donc le peuple du Sénégal, nous savons à travers son premier magistrat, est en douleur avec nous. Nous allons connaître les dispositions que le gouvernement de Guinée-Bissau va prendre, parce que même pour le voyage du président à l'hôpital en France, c'était avec l'avion de la présidence du Sénégal. Et le président m'a informé que l'avion sera disponible pour amener et transporter le corps du président Bekay Sagna chez nous. Donc on attend l'annonce officielle du gouvernement bissau-guinéen. Les autorités sont concernées pour ça et après ça sera dit quelles sont les dispositions prises par le gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, Raymond Lopréra, assure l'intérim, le temps d'organiser de nouvelles élections dans 60 jours, comme le veut la Constitution. Le Sri Lanka sollicite le Sénégal dans la dynamique de la reconstruction. C'est le souhait exprimé par le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, reçu en audience ce matin par le chef de l'État. Il a souligné la convergence de vues entre les deux pays. Le ministre, à sa sortie d'audience, au micro de Alassane Cissé. Delighted to be here. And we discussed several fields of cooperation between Sri Lanka and Senegal. Je suis très heureux d'être ici. En fait, nous sommes venus voir le président de la République du Sénégal. Actuellement, nous venons du Sri Lanka, nous sommes du Sri Lanka, et le Sri Lanka a déjà acquis quelque chose de très positif parce que nous avons réussi à établir la paix, la stabilité au Sri Lanka, et nous sommes en train d'entreprendre maintenant une tâche assez dure qui est la réconciliation nationale. Nous voulons remettre notre économie sur pied.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus consulter le Sénégal, qui pourrait être un partenaire très très parfait pour le développement du Sri Lanka. Le Sénégal et le Sri Lanka ont beaucoup de choses en commun. D'abord, nous sommes tous membres de l'OCI. Le Sri Lanka est membre du G15 et du G77. Alors, pour cela, nous nous sommes dit qu'une meilleure approche pour s'intégrer dans le développement avec les pays africains serait de commencer par le Sénégal. Nous avons choisi le président Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, parce que le Sénégal est celui qui reflète le plus les réalités et tous les défis qui se posent au Sri Lanka. Le tout se trouve au Sénégal et donc nous avons beaucoup de choses en commun et c'est la raison pour laquelle nous voulons avoir l'expérience du Sénégal et partager avec le Sénégal notre souci de développement. Relation au beau fixe entre le Sénégal et la France. L'affirmation est de Mme Joëlle Guerzio-Meylam, la sénatrice des Français de l'étranger. Elle a été reçue ce matin en audience par le chef de l'État. J'ai été effectivement longuement reçue par le chef d'État, je lui en suis extrêmement reconnaissant. C'était très important pour moi de lui faire cette visite de courtoisie parce que je viens d'être réélue présidente du groupe d'amitié France-Sénégal au Sénat, présidente du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, mais présidente déléguée pour le Sénégal. Donc je tenais absolument à le rencontrer et avoir effectivement une discussion sur les enjeux de notre coopération franco-sénégalaise, de l'amitié entre la France et le Sénégal, de faire un peu le point sur tous les dossiers en cours et de constater les progrès en ce domaine. Et dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Les relations entre le Sénégal et la France, est-ce qu'on peut dire que c'est au beau fixe? Ah, bien sûr, les relations sont au beau fixe. Le Sénégal a toujours été un très grand ami de la France et vice-versa. Nous faisons un peu partie d'une grande famille. Je crois que le Sénégal et la France, nous sommes un peu frères et sœurs. Et je crois que nous sommes très proches du peuple sénégalais. Les Français aiment beaucoup les Sénégalais. Nous aimons beaucoup ce magnifique pays. Et donc oui, nos relations sont excellentes, grâce aussi à notre remarquable ambassadeur. Deux décrets du chef de l'État, le président de la République, vu la Constitution, notamment à ses articles 43, 49 et 53, vu le décret du 30 avril 2009 portant nomination du Premier ministre, vu le décret du 4 décembre 2011 portant réaménagement du gouvernement sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, il est mis fin aux fonctions de M. Abdoulaye Baldé, ministre d'État, ministre des Mines, de l'Industrie, de l'Agro-Industrie et des PME. 2. Mme Aïda Mbodj, ministre d'État, ministre de la Famille et des Organisations féminines. Mme Ndeye Khady Diop, ministre d'État, ministre de la Petite Enfance et de l'Enfance. Article 2. Sont nommés M. Abdoulaye Baldé, ministre d'État, ministre des Mines, de l'Industrie et des PME. 2. Mme Aïda Mbodj, ministre d'État, ministre de la Famille, des Organisations féminines, de la Petite Enfance et de l'Enfance. 3. Mme Ndeye Khady Diop, ministre d'État, ministre chargé de la transformation des produits agricoles. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'ordonnance du 31 octobre 60 portant institution de la fête nationale et des fêtes légales dans la République du Sénégal modifiée, vu la loi du 15 juin 61 relative au statut général des fonctionnaires modifiée, vu la loi du 1er décembre 97 portant Code du travail modifié, vu le décret fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État, vu le décret du 30 avril 2009 portant nomination du Premier ministre, vu le décret du 16 mai 2011 relatif à la composition du gouvernement modifié, sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, décrète, article 1er, la journée consacrée à la célébration du Grand Magal de Touba, édition 2012, est déclarée fériée, chômée et payée. Article 2, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, et le ministre du Travail et des organisations professionnelles sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.
Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, vient de suspendre son mot d'ordre de grève après une rencontre avec les autorités gouvernementales. Le mouvement avait prévu de paralyser le système médical tous les mercredis, jeudis et vendredis du mois de janvier. Abdoulaye Sinkare. C'est à l'issue d'une rencontre tripartite entre le SAMES, le ministre de la Santé et celui de la fonction publique que les médecins sont revenus à de meilleurs sentiments. Un accord a été trouvé pour le paiement des indemnités de spécialisation et de responsabilité médicale. Donc nous sommes tombés d'accord sur un ensemble de points, en tout cas pour la plupart. Et le gouvernement du Sénégal s'est engagé à régler la question de l'indemnité de spécialisation médicale en payant l'ensemble des médecins, en tout cas concernés, avec les rappels au plus tard la fin du mois de février 2012. Pour le suivi et la mise en œuvre des engagements pris, une commission technique sera créée. Celle-ci va se réunir pour la révision du décret généralisant les différentes indemnités aux contractuels ainsi qu'aux médecins du secteur parapublic. Sur le problème des contractuels des hôpitaux, donc du système de santé aussi, c'est une réflexion que nous allons mener au sein de cette même commission. Donc il y aura beaucoup à faire à partir du 17 janvier à 15h. Et je crois que le SAMES sera représenté, de même que le gouvernement. Et nous pensons que le climat qui a permis à ces accords-là ou à cette entente-là doit perdurer pour le bien du système, pour le bien du secteur. Un dénouement heureux tout au bénéfice des populations qui ont droit à un service de santé de qualité et accessible en permanence. Les travaux de réhabilitation du lycée technique Seydina Limamoulaye de Guédiawaye s'exécutent correctement. Les bâtiments abritant les classes de seconde ont été réceptionnés et les cours s'y déroulent normalement. Le ministre Moussa Sakho, en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a visité l'établissement en compagnie d'une délégation de parlementaires et de parents d'élèves. Compte rendu Moussa Dior. En effectuant cette visite au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, le ministre Moussa Sakho, accompagné d'une délégation composée de parlementaires et de parents d'élèves, était venu constater de visu les efforts consentis par l'État du Sénégal pour améliorer les conditions d'études des pensionnaires de ce lycée d'excellence. Ce que ces derniers et les membres de la délégation ont bien apprécié. On trouve que la salle est confortable, aérée. On travaille dans des bonnes conditions. Avec cette nouvelle année, une nouvelle classe, vraiment ça nous rend heureux. Et c'est très confortable aussi de travailler dans cette classe avec des peintures bien faites. Le lycée Limamoulaye est un lycée d'excellence. C'est un lycée qui a toujours fait la fierté du système éducatif sénégalais. Et aujourd'hui, il est heureux que nous puissions véritablement constater que la place que nous avons toujours occupée au niveau du système éducatif sera réconfortée. À cette étape des travaux, le bâtiment abritant les classes de seconde a été réceptionné et les cours s'y déroulent normalement. Les travaux se poursuivent pour les autres infrastructures et les élèves qui sont dans les abris provisoires ont vu ceci bien amélioré. Des efforts constatés par les bénéficiaires et la tutelle. Nous saluons la qualité du travail accompli. À cet effet, je voudrais aussi encourager le ministre Moussa Sakho, puisqu'il a conduit de maître. Ce n'était pas facile. Les conditions de travail sont réunies. Mais comme je le dis, il ne faut pas laisser dormir. Il faut régulièrement surveiller, contrôler et réparer au fur et à mesure. Dans une première phase, l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, a injecté 750 millions. Et la deuxième phase, c'est dans l'ordre de 620 millions, ce qui fait un total d'à peu près de 1,4 milliard pour que ce lycée soit complètement réhabilité. Et je pense que la visite que nous avons effectuée ce matin nous a permis de voir la satisfaction des élèves, donc les premiers bénéficiaires, des enseignants et des parents d'élèves. En marge de la visite, le ministre Moussa Sakho s'est adressé aux élèves de terminale, venus lui exposer leurs difficultés quant au mouvement récurrent des enseignants. La tutelle les a rassurés, car, dit-il, le gouvernement est en négociation avec les syndicats d'enseignants pour trouver une solution heureuse à leurs revendications. 3 millions de francs pour des groupements de femmes de la banlieue, c'est un geste du PAEF, le projet d'appui à l'éducation des filles. C'était en marge d'un séminaire organisé à leur intention. Moussa Diallo. Ces femmes, organisées en groupement d'intérêt économique, veulent aider l'école sénégalaise. Le projet d'appui à l'éducation des filles, PAEF, en a fait des partenaires privilégiés. Une synergie qui reçoit la bénédiction des autorités scolaires. Cette formation est destinée donc à 9 associations qui sont réparties dans les 3 IDEN que sont Pikine, Thiaroye,
et disons Guédiawaye. Une partie des bénéfices va revenir au conseil de gestion de l'école, une autre partie au groupement féminin. Et donc d'une pierre deux coups, les élèves auront la possibilité d'avoir des fournitures, mais également les mamans pourront faire des activités pour maintenir les élèves à l'école. Ces bonnes dames ont bénéficié d'un séminaire de capacitation et d'un soutien financier conséquent pour leur action envers les écoles partenaires du PAEF. En tant que groupement, nous sommes satisfaits et c'est venu à son heure. Nous allons procéder à des activités génératrices de revenus. En l'occurrence, nous avons un projet de poulailler pour aider l'école, aider les mamans des filles aussi, pour mieux soutenir les filles dans leur scolarisation. On salue le ministère de l'Éducation nationale d'avoir copté ce projet et de le reverser au niveau des écoles qui sont au niveau des écoles de la banlieue, pratiquement au niveau de l'école de Pikine, où la pauvreté civile, où les parents ont des difficultés de vivre et d'encadrer leurs enfants. Une expérience salutaire aux yeux des observateurs et autres partenaires de l'éducation qui souhaitent qu'elle se généralise à toutes les autres écoles. Autre aspect de l'actualité, la présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso séjourne au Sénégal. Raison de sa visite, la signature de l'accord de coopération avec le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA. Ce matin, les deux présidentes des deux institutions de régulation ont également visité la RTS. Elles ont encouragé à cette occasion et félicité la chaîne leader pour son professionnalisme. Abassou. Cette signature ouvre une nouvelle ère dans les relations de coopération entre le Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal et le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Le droit de régulation, les défis du développement audiovisuel, les termes d'un échange d'expérience constituent les lignes directrices de cette coopération. Ce sont des relations au-delà du bilatéral, des relations multilatérales aussi, qui sont une continuation des recommandations du RIAC, qui est le réseau des régulateurs africains. Nous avons aussi donc véritablement les mêmes visions ainsi que la même philosophie concernant la régulation. Les mutations de l'audiovisuel nécessitent une bonne coopération en vue de l'harmonisation des systèmes et programmes, ce qui justifie l'engagement de ces deux institutions qui ont une mission commune à nouer un partenariat fécond. Nous sommes là aussi pour les échanges de bonnes pratiques et nous souhaitons pouvoir tirer profit de ce qui se passe ici pour la pré-campagne et peut-être arriver à convaincre nos partenaires au niveau national au Burkina que cela devrait aussi se faire. Depuis 2008, Béatrice Damiba préside aux destinées du Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso. Malgré ses presque 30 ans d'expérience dans le domaine, elle est à la recherche de repères qu'elle a retrouvés au Sénégal, surtout en cette période électorale. En matière politique, nous faisons face au même genre de problèmes. Nous voulons harmoniser justement nos instruments et nos méthodes dans la sous-région. Cela pourrait nous servir. Pour magnifier l'échange des bonnes pratiques démocratiques, la RTS a été choisie par le CNRA pour donner l'occasion à la présidente du CSC de voir certaines grandes réalisations. La qualité, la passion des hommes et des femmes que j'ai rencontrés, qui animent donc la RTS ici. Ensuite, c'est la qualité, le haut standing des équipements, donc de la technologie utilisée, et aussi la diversité des programmes qui sont aussi bien politiques. Il me semble qu'il y a des émissions très très populaires, des débats politiques, c'est très important dans un état de droit démocratique. La période que nous vivons actuellement et que nous nommons pré-campagne n'existe pas au Burkina. Et elle est venue s'imprégner de cette expérience qui est une avancée, à mon sens, démocratique et qui participe de la bonne gouvernance de nos pays. À l'antenne, loin d'une édition, la présidente a traduit sa satisfaction et ses encouragements à la RTS et à son personnel. Cette note de satisfaction semble être partagée par la présidente de l'organe de régulation de l'audiovisuel du Sénégal. Saluer le professionnalisme de la RTS que j'ai toujours eu à souligner
Et c'est grâce à votre professionnalisme, notamment vous, vous avez réussi à donner de la crédibilité à cette émission-là qui n'a pas changé d'option. C'est-à-dire que c'était un plateau qui était à la disposition de tous les acteurs politiques. Au départ, ce n'était pas compris, mais je crois que maintenant, ils l'ont compris et que la radio-télévision sénégalaise est un média de service public. Et ne serait-ce que pluriel, en est une illustration sur laquelle il faudrait insister. Je crois que c'est important. La visite s'est poursuivie à Radio Sénégal International où la délégation a eu droit à des explications détaillées sur le fonctionnement technique et matériel de la RTS, l'institution au service du public sénégalais. Invité de ce journal, Modungom, membre et porte-parole du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, le prétexte, la pré-campagne avec les exigences de la loi. Modungom, bonsoir. Bonsoir, Kylian. Toute campagne déguisée est interdite pendant cette période. C'est quoi une campagne déguisée? Oui, en fait, c'est le code électoral qui dispose en son article L63 que 30 jours avant le démarrage officiel de la campagne électorale, toute campagne déguisée est interdite, ayant pour support les médias nationaux, publics comme privés, est interdite. En fait, la loi a indiqué ce que c'est qu'une pré-campagne, qu'une campagne déguisée. En fait, il s'agit de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat, à un parti politique ou à une coalition de partis politiques. C'est vraiment ça à la loi. Maintenant, si on essaie d'expliquer, on essaie de voir est-ce que les activités politiques sont interdites durant tout un mois. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment simplement les manifestations publiques de soutien ou les déclarations publiques de soutien qui sont interdites. Aussi les partis, les candidats, vous les recevez souvent les uns après les autres. Les candidats continuent leurs activités. Des médias audiovisuels, radio et télé continuent à les inviter. Donc les manifestations de ce point de vue-là existent. Ils donnent leur programme. Ils sont confrontés peut-être à d'autres candidats ou ils sont invités tout simplement, tout seuls. Et il faut dire aussi que ces interdictions ne font pas obstacle au travail gouvernemental ou parlementaire. Et ça, c'est la loi qui le dispose. Donc le problème est de savoir distinguer à chaque fois ce qui relève de la campagne déguisée, d'une forme de campagne déguisée, et ce qui relève d'une activité normale, par exemple ministérielle, gouvernementale, parlementaire, etc. Et quel est le dispositif mis en place par la CNRA pour contrôler les différentes dérives éventuelles? Oui, en fait, nous avons un dispositif assez complet, mais je voudrais simplement préciser, pour ce qui concerne le travail gouvernemental, que les ministres, les députés, le président de la République, naturellement, le Premier ministre, continuent à exercer leur activité normale de ministre, de président de la République. Donc ces dispositions ne font pas obstacle à ces activités-là. Ça veut dire que la RTS a bien fait de couvrir oui, mais il faut, ce qui est interdit, c'est la reproduction des activités politiques périphériques, de manifestations de soutien, etc. C'est ça qui est interdit. Mais l'acte de gouvernement en tant que tel n'est pas interdit. Par contre, toutes les activités périphériques de soutien, etc., de déclaration de soutien, etc., tout cela donc est interdit. Je crois que c'est là où on fait appel de plus au professionnalisme des journalistes, pas seulement de la RTS, mais du secteur audiovisuel privé. Et jusqu'ici, en tout cas, ça a démarré depuis le vendredi 6. Et je crois que jusqu'ici, malgré quelques déclarations par-ci par-là, je pense que jusqu'ici, les journalistes s'en tirent plutôt bien. Je sais qu'à notre niveau, la RTS a déjà anticipé en prenant des dispositions pour mieux encadrer les différentes dérives. Comment appréciez-vous cette façon de faire? Oui, en tout cas, nous apprécions positivement ces dispositions-là. Maintenant, il ne sert à rien de faire peut-être la poudre sur l'autruche. On a entendu, comme cela est tout à fait normal, des porte-paroles de coalition on peut s'insurger contre quelques traitements
À notre niveau, nous n'avons pas encore reçu de plainte. Si nous recevons de plaintes, nous apprécierons. Mais à notre niveau, nous sommes, comme tous les jours, nous nous retrouvons tous les jours, les après-midi, pour apprécier tout le programme, pas seulement de la RTS, mais des autres organes, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et à ce jour, nous n'avons pas constaté de dérapage notable et grave. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues maintenant, si nous sommes saisis, avec des arguments, nous apprécierons, mais nous attendons. Maintenant, vous m'avez demandé tout à l'heure de quels moyens nous disposons, mais nous avons un complexe technique complet qui nous permet de recevoir, d'enregistrer et d'archiver toutes les émissions de toutes les radios et télévisions reçues à Dakar, que ce soit des organes nationaux ou que ce soit des organes que nous recevons, donc des télévisions que nous recevons par le bouquet radio. Donc nous avons de ce point de vue un dispositif assez complet. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues? Maintenant, vous parlez de sanctions. Une fois qu'on a reçu cet ensemble que nous apprécions l'ensemble de ces émissions-là, que nous recevons sans exception, que nous enregistrons, que nous magasinons, quand il y a quelque chose qui nous est signalé ou que nous avons nous-mêmes remarqué, nous retirons là, nous la visionnons et nous voyons. Et une fois comme nous pouvons nous auto-saisir, comme nous sommes aussi saisis, et voilà, et nous apprécions. Maintenant, les sanctions, effectivement, peuvent aller d'une amende de 2 à 10 millions avec des pénalités quotidiennes de 100 000 à 500 000 francs CFA, et aussi ou la suspension de tout ou partie de programme, ou même la demande du retrait pur et simple de la fréquence. Pour ce qui est de la presse écrite, on peut aller jusqu'à les amendes également peuvent être appliquées pour les journaux, parce qu'il faut dire qu'exceptionnellement, pendant la campagne et l'après-campagne, la presse écrite, les journaux relèvent, nous régulons les journaux, tous les journaux, toute la presse écrite, nous régulons exceptionnellement pendant la campagne et l'après-campagne. Et là, les mêmes sanctions peuvent s'appliquer à ces journaux-là, c'est-à-dire amende avec pénalité ou alors même suspension de la parution. Suspension provisoire de la publication. Nous veillons, c'est aussi bien pour la presse écrite que pour la presse audiovisuelle, mais si vous permettez, je voudrais simplement dire que on a entendu dire le CNRA coupe le son, etc. Le CNRA ne coupe le son, n'a coupé le son de qui que ce soit. Les articles LO 130 et LO 131 permettent la poursuite du débat, les portraits des candidats, et tout cela se fait. Et si ça ne se fait pas, j'invite les gens à le faire, parce que on ne peut pas, pendant tout un mois, faire table rase de toute l'activité d'un pays, ou que ce soit politique ou gouvernemental. Donc il s'agit simplement de savoir s'y prendre et de distinguer ce qui relève de la propagande, parce que la propagande, elle viendra. C'est 21 jours avant le scrutin. Ce qui est évité ici, c'est de faire en sorte pour que les gens se mettent à se lancer dans la propagande avant la date officielle du démarrage de la campagne, qui elle est prévue pour la propagande. Voilà. Mourou, je vous remercie. Merci bien, Tidiane. Ouverture à Dakar d'une représentation de l'Ordre des experts internationaux. Un atelier de mise à niveau s'est déroulé à cet effet à l'intention des fonctionnaires. Synthèse des travaux avec Henrik Bokoko. C'est un panel d'experts nationaux qui s'est réuni lors de cette cérémonie de lancement. Au centre des échanges, la formation des formateurs en vue de renforcer les capacités opérationnelles et managériales des cadres et fonctionnaires africains. Nous avons mis en place cette formation donc pour armer, comment dirais-je, ces experts nationaux, pour armer ces cadres nationaux et privés, ces fonctionnaires de l'administration et de l'administration privée, n'est-ce pas, donc pour leur donner les atouts qu'il faut, n'est-ce pas, pour affronter cette nouvelle vie. Le président de l'Ordre des experts internationaux est revenu sur le choix du Sénégal, qui devrait être la vitrine de cette organisation en Afrique. Si le Sénégal a été choisi, c'est parce que nous en Europe, nous le voyons comme la vitrine de l'Afrique occidentale. Nous le voyons en plus comme une démocratie stable, juste, laïque. Ça correspond à beaucoup de critères qui font qu'un pays correspond très bien à l'Ordre des experts internationaux.
Pour les experts stagiaires, cette formation arrive à point nommé. Et cette formation qui va nous permettre en tant que Sénégalais de porter une mission qui va prendre racine pour la première fois en Afrique dans le cadre de ce qu'on a appelé un ordre mondial des experts. Je pense que c'est une occasion que je salue et je suis heureux de pouvoir y participer. La formation va durer 10 mois. La promotion 2012 sera certainement parrainée par le chef de l'État. Le vœu est émis par le président de l'ordre des experts internationaux. Lancement du plan régional de développement de Matam, la région dispose désormais de cet outil de développement indispensable à son essor. Les travaux de lancement du PRDI de Matam se sont déroulés en présence du président du conseil régional et du gouverneur de la région, Maman Moussagnan. Matam est l'une des dernières régions à voir le jour au Sénégal. Depuis sa création, les autorités régionales administratives se sont évertuées à mettre en place un plan régional de développement intégré. Mais c'était sans compter avec les nombreux obstacles sur place. Avec l'arrivée en 2009 à la tête de l'institution régionale, le président du conseil a mis les moyens et rassemblé toutes les forces vives autour de lui pour concrétiser le projet, ce qui a finalement donné le PRDI tant souhaité par les populations. Notre objectif premier était d'abord d'avoir ce document. Ça a été une priorité pour nous, mais ça a été aussi une priorité pour nos partenaires. Donc on a sollicité les bailleurs, notamment la région Nord-Pas-de-Calais, et aussi il y a la contribution du conseil régional, mais aussi il y a le PNDL. Matam regorge de potentialités agricoles et industrielles. Ces départements, Ranérou, Ferlo, Canel, avaient besoin de ce plan pour les exploiter efficacement. Pour la concrétisation de ce projet, le conseil régional de Matam compte sur l'addition des compétences des élus, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Je pense aussi dans le cadre de ce PRD qu'on va produire, on verra les potentialités qui seront offertes aux jeunes, notamment les jeunes qui soit ont des métiers, soit ont abandonné des études. En tout cas, on va sérier l'ensemble des jeunes qu'on a dans notre région pour faire face donc à leurs besoins de formation d'emploi. Il ne s'agit pas de lancer aujourd'hui et de s'arrêter. Monsieur le Président, il faut lancer, il faut pousser la voiture, mais il faut accélérer. Parce que pour plusieurs années, ce sera le document référence qui va conduire, qui va organiser, qui va bâtir le développement de cette région. Le plan régional de développement intégré de la région de Matam constitue ainsi un levier de taille sur lequel population et autorités devraient s'appuyer pour sortir Matam de ses difficultés. Les gérants de stations d'essence sont désormais leur association. Ces chefs d'entreprise demandent à l'État d'être logés à la catégorie des paiements pour subir moins de pression fiscale. Reportage d'Ahaba. L'association des gérants de stations de service du Sénégal, la J3S, est bien là. Mais les membres fondateurs sont encore dans un état d'angoisse. Ces stations de service sont classées par l'État dans la catégorie des grandes entreprises. Là, le forfait, par exemple, de la patente de 3 millions. Il y a 19% sur le loyer, n'est-ce pas? Il y a le problème aussi d'enregistrement des contrats avec 5%, ouais, ce qui fait une pression pratiquement de 42%. Deuxièmement, il y a cette marge qui est faible, qui n'a pas changé depuis 10 ans. Et quand on voit l'indice du coût de la vie qui a augmenté. À titre comparatif, dans la sous-région, cette marge bénéficiaire varie entre 15 à 20 francs CFA. Au Sénégal, officiellement, elle est de 10 francs 50. Mais cet écart se rétrécit en fonction des systèmes de paiement aux différents points de vente. Si le client paye par espèce, la marge est de 10 francs 50, mais s'il paye par une carte, la marge est de 6 francs 3. À cause de la quotité que pratiquent les pétroliers sur ces cartes-là. Les stations de service subissent également des pertes sur stock. Elles sont occasionnées par la pression et la température du produit. Il est livré au gérant à plus de 25 degrés. Mais ce carburant-là qu'on nous livre, qui est transféré des bacs du camion jusqu'à la station, a une certaine densité, qui est quand même assez élevée. Et cette densité-là, rapportée en station le lendemain, cette densité baisse, ce qui occasionne des pertes.
à l'ordre de 5 pour 1000 qu'on met dans la tolérance. La J3S, devant ses impairs, souhaite être logée dans la catégorie des petites et moyennes entreprises. Notre performance ne devait pas être liée au chiffre d'affaires que nous faisons pour les sociétés pétrolières, mais par rapport à notre propre performance, n'est-ce pas, qui est le volume multiplié par cette petite marge. L'Assemblée générale constitutive de la J3S a aussi décidé de s'affilier à l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. Les principaux points évoqués vont être pris en charge par l'UNACOIS dans les prochaines rencontres avec l'État du Sénégal. La Fédération pour la paix universelle a organisé une marche à Guédiawaye. À l'issue de la manifestation, un mémorandum a été remis au préfet. Différentes couches sociales et professionnelles ont participé à l'événement. L'objectif est d'inviter les hommes politiques à œuvrer pour une élection présidentielle stable. Dame Silla. Ce slogan est scandé par ces enfants intéressés aux hommes politiques. Ils demandent que l'élection présidentielle de 2012 se fasse dans la paix et la stabilité. Nous sommes des enfants, nous voulons que l'élection présidentielle se déroule dans la paix, puisque nous n'avons autre destination que le Sénégal. La Fédération pour la paix universelle FPU a initié cette caravane. La structure est affiliée à l'Organisation des Nations Unies. Un mémorandum signé par les différentes composantes de l'organisation a été remis au préfet de Guédiawaye. Les intentions affichées à travers les discours sont la paix, mais les actes parfois laissent à désirer. Voilà pourquoi nous nous disons qu'à l'instar de ceux qui le disent souvent, le Sénégal est un pays de paix, les érudits ont prié. C'est du domaine de Dieu et nous le reconnaissons. Maintenant, comme ce sont les hommes qui créent la violence, il faut que les hommes agissent pour que la paix puisse s'installer. Vous avez ce matin, à travers les artères de la ville, sensibiliser les populations que pour les échéances à venir, que les élections puissent se passer dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire sans violence, avec zéro violence. La FPU regroupe tous les acteurs agissant pour un meilleur devenir de la société. Elle distingue des personnes intervenant pour le bien des autres au rang d'ambassadeurs de la paix. Parmi ces ambassadeurs, le directeur général de la RTS, Babacar Diagne, Cheikh Ahmadou Krambake Noreni, Amsatou Sow Sidibé, entre autres. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar va accueillir la prochaine étape de la caravane. Une page culturelle avant le sport, lancement du Festival des ondes d'intégration à Bakel. Pendant 3 jours, Mauritaniens, Maliens et Sénégalais se sont donné rendez-vous au bord du fleuve Sénégal. Ils ont ensemble célébré l'union des peuples autour de la culture soninké et des autres cultures. Tierno Ahmadoussi. Le fleuve Sénégal, cordon ombilical que se partagent le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Bakel, au bord du cours d'eau, symbole de l'union des peuples à l'occasion de cette 4e édition du Festival des ondes d'intégration. Et pour atteindre cet objectif d'intégration des peuples, la radio va jouer sa partition. Chaque agent de la radio communautaire doit cultiver en lui cet esprit de cohabitation pour renforcer justement l'intégration entre nos différents États riverains du fleuve Sénégal, à savoir le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, dont nous partageons beaucoup de choses ensemble. Il s'impose à Radio Guida de devoir participer au renforcement et au raffermissement des liens entre populations de nos pays. Ce festival est devenu grand, en même temps un point de convergence des intellectuels de la sous-région et de la diaspora. Ici, tous les intervenants prônent pour l'union des cœurs et des esprits, à commencer par ceux qui habitent au bord du fleuve Sénégal. De part et d'autre, les autorités représentant nos différents États l'ont bien compris et œuvrent dans le sens du renforcement de ces liens d'amitié, de parenté et de fraternité. Pour l'ouverture officielle, rien n'a manqué. Toute la culture soninké a été revisitée. Les organisateurs ont aussi convié d'autres ethnies et d'autres cultures. C'est pour faire de l'événement un rendez-vous du donner et du recevoir.
Nous entamons la deuxième mi-temps de ce journal avec le football, le Guet Vodao, au menu de Lundi Sport que présente Abdoulaye Fofana Seck. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, Tidjane. Les Lions ont entamé hier leur regroupement en direction de la CAN. Oui, Tidjane, c'est en vue de la CAN 2012. Les Lions démarrent donc la préparation de la CAN avec un groupe au complet. Les 23 joueurs retenus seront présents au stade d'oxygénation de Saly. Hier, l'atmosphère était détendue au cœur de la tanière Pabiram Biguendiaï. Atmosphère joyeuse, ambiance décontractée, de l'ivresse, de la joie, du bonheur et toujours des retrouvailles teintées d'enthousiasme. Comment tu vas? Ça fait plaisir. C'est tous mes voeux de C'est comme mon père qui retrouve ses enfants après une absence de longue durée. Coach Abdoulaye Sarr, toujours aussi proche de ses joueurs, c'est sa tanière à lui, une famille. À côté, il y a le chef Amara. Lui visite l'album Souvenir en compagnie d'un compagnon de Pâques, Ferdinand Colli, les souvenirs d'une amitié lointaine. Des moments si uniques, si exceptionnels qui plongent Amara dans un passé fantastique. Regarde. Ça c'est le... Ah, j'aime bien cette photo. C'est un match... Surtout à l'évocation de titres conquis avec Gougnon. Je suis le premier capitaine africain noir à sauver une Coupe de Stade de France. Et oui, c'est aussi ça, la carrière de l'entraîneur au vécu de joueur historique phénoménal. Et pendant ce temps, c'est l'arrivée de l'américain de la tanière, Bouna Kouloul, toujours aussi aimable. Il annonce la couleur. Cette superbe ambiance se confirme à table. Avant le repas de midi, on découvre des lions chambreurs qui se lancent des pics et Dame Douille en fait les frais. C'est que du bonheur. Maintenant, on va bientôt commencer les entraînements pour bien commencer la Coupe d'Afrique des Nations. On est bien arrivé et puis on est là. Il y a certains qui manquent, mais je crois que ça va, l'ambiance est là, les retrouvailles et tout. Comme d'habitude, comme je l'ai toujours dit. Voilà, on n'est pas nombreux, on n'est pas au complet, mais les peu qui sont là, ça se voit que ça fait toujours plaisir de se revoir. Donc voilà, on attend les autres aussi pour que l'ambiance soit bonne. C'est toujours les retrouvailles. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver et depuis quelques mois il y avait un moment de relâche. Je crois que cette date du 8, tout le monde l'attendait et ce matin, Dieu merci, nous sommes à notre tanière. Là on retrouve les joueurs qui sont là derrière. Je pense que ça augure de lendemain tout de suite meilleur en attendant l'arrivée des autres ce soir. Mais je pense que c'est bien parti, il y a une bonne atmosphère et nous espérons que ça va continuer jusqu'au bout. Et derrière cette atmosphère de joie se cache l'envie de réaliser un rêve fou. La CAN, on la joue pour la gagner. Pour l'instant, l'objectif, tout le monde le sait, donc c'est soulever la coupe. Donc il y a beaucoup d'équipes qui ont les mêmes objectifs que nous. Et voilà, il faut qu'on se concentre et qu'on respecte le travail et qu'on respecte aussi nos adversaires. Donc ça va bien se passer, j'espère, pour nous. Et l'objectif, c'est aller prendre la coupe. Mais aussi, c'est pas qu'aller prendre la coupe, on va aller la récupérer. Donc la route sera longue et sera dure. Donc c'est à nous de l'affronter. C'est de faire une bonne Coupe d'Afrique, d'honorer le peuple sénégalais, quoi. Une bonne vie de groupe, l'ambiance du groupe, le beau jeu et l'efficacité sur tous les plans, quoi. Parce qu'on ne peut pas y participer en ne pas espérer gagner la coupe, quoi. Mieux vaut rester ici, quoi. Vraiment, petit à petit, l'oiseau
Fesoni. So far so good. We just start and hopefully inshallah we can end up being the champions. Et voici Souleymane Camara, tout heureux de rejoindre ses partenaires. La CAN pour lui c'est du déjà vécu. Sa dernière en 2006 c'était avec l'ASR. En 2002 les souvenirs dont Sénégal-Zambie refont surface. Il avait marqué. Oui, des beaux souvenirs hein. En 2002 et aussi des moments difficiles aussi parce que on se rappelle contre la Zambie ça a été un match très difficile et donc d'ailleurs ça a été toujours difficile contre la Zambie et ça sera difficile aussi donc il faut bien se préparer mais j'ai confiance à mes coéquipiers. Aux premières heures du recoupement des Lions, 7 joueurs étaient présents. Le gros de la troupe attendu le soir avant de prendre la direction d'Oupsali lundi. C'est pour changer un peu, c'est sur la côte, c'est un lieu de repos aussi, de détente et de restructuration. Bon, on va se parler, on va commencer vraiment notre stage à Sali pour pouvoir revenir à Dakar pour finaliser le reste de la préparation, notamment avec le premier match qui sera déjà là. Faire le point aussi sur ce qui nous attend à la CAN, leur faire un exposé de la vie à Bata et puis de ce qui nous attend, quoi. Les Lions maintiennent le cap d'une sérénité sans faille avant de se frotter au meilleur d'Afrique. Et déjà 2 matchs amicaux sont sur la route de Bata en Guinée équatoriale. Il s'agit de prendre la température de la CAN à Dakar devant le Soudan et le Kenya. Dans le cadre de cette préparation, les Lions affrontent le Kenya le 14 et le Soudan le jeudi, qui coïncide d'ailleurs avec le Magal. Tout à fait, Tidiane. Les Lions en regroupement depuis hier vont disputer 2 matchs amicaux contre le Kenya samedi et jeudi contre le Soudan. Et justement, cette date du 12 janvier coïncide avec le Grand Magal de Touba. Le staff technique exprime toute sa désolation face à cette coïncidence. Abdoulaye Sarr s'en explique au micro de Pape Birame Biguendiaï. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver et depuis quelques mois il y avait un moment de relâche. Je crois que cette date du 8, tout le monde l'attendait. C'est la première phase donc, qui consiste à un petit séjour de récupération, de détente, mais aussi avec des activités. Parce que nous pensons que le programme sera suivi jusqu'au bout. Parce que dès après Sali, il y a des matchs de préparation qui vont s'enchaîner, 2 matchs, un contre le Soudan, un autre contre le Kenya. Justement, le match contre le Soudan coïncide avec le Magal de Touba. Quelle appréciation en faites-vous? Là, vraiment, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Parce que ça coïncide avec ce qu'on n'avait pas dit, un grand jour. Un grand jour, un jour symbolique pour le Sénégal, le Grand Magal de Touba. Mais sachez que c'est un programme qui a été fait depuis très longtemps. Et aussi, si nous venons un peu à ce match, c'est une date FIFA. Et je pense que la FIFA a fait un calendrier international qui permet aux équipes à des dates précises de se retrouver. Et malheureusement, cette date tombe avec ce grand jour, notre jour. Parce que vous ne manquez pas de savoir que chez nous, il y a beaucoup de mourides. Mayacine qui est à côté de moi. Moi-même, je suis un fidèle Amara. Moi-même, ce Magal va me manquer, va manquer aux autres. Mais il faut dire que c'est indépendant de notre volonté. Parce que quelquefois même, il nous arrive à des jours précis dans le calendrier musulman ou chrétien d'être occupé par le travail. Même cette année, le coach n'a pas fait la Tabaski chez lui. La Tabaski l'a trouvé en France. Et je me rappelle, il y a 1 an, nous avons su contre le Gabon, on était en France le jour même de la Tabaski. Donc, c'est des coïncidences, quelquefois, qui font que les préoccupations professionnelles, alors, nous obligent à respecter les programmes. Donc, je pense que nous serons de tout cœur. Et j'espère que beaucoup de prières iront en direction de l'équipe. Et tout en disant que, étant au terrain, nous pensons beaucoup à Touba. Journée CAN ANPS, la couverture a été évoquée.
Oui, la couverture de la 28e édition de la CAN prévue du 22 janvier au 12 février au Gabon et en Guinée équatoriale sera très difficile pour les reporters sportifs selon le président de la NPS. Notre confrère Mamadou Koumé demande aux rédactions de faire des efforts pour mettre les reporters accrédités dans de très bonnes conditions de travail. Seydina Alioune Djigo. Les participations du Sénégal à la CAN de 1965 à 2008, toute une histoire, des annales revisitées par l'Association nationale de la presse sportive. L'exercice vise surtout à tirer les leçons des erreurs du passé. 11 participations, des performances en demi-teinte. Le Sénégal court toujours derrière une victoire finale dans la compétition. Les failles ne se trouvent pas nécessairement dans la qualité de l'effectif. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal fait partie des favoris. En 1968, le Sénégal faisait bien partie des favoris. En 1986, on l'a préparé avec beaucoup de pompe, avec beaucoup de sérieux, avec une très grande équipe. C'est l'indiscipline et le manque d'autorité des officiels. Je le dis courageusement, qui ont perdu notre équipe. La démarche a certes des vertus pédagogiques, mais les participants ne sont pas là pour refaire l'histoire. Rétrospective, la rencontre est également prospective. Aussi, à l'ordre du jour, la presse sénégalaise et la couverture de la CAN 2012. Je vais dire d'emblée que ce ne sera pas une partie de plaisir. Car des soucis, il y en a, surtout concernant l'accréditation des journalistes. Ces derniers ont exprimé leurs appréhensions. L'obtention du précieux sésame relève d'un exercice fastidieux. La disponibilité d'Internet pose aussi problème. Ce n'est pas aussi répandu qu'au Sénégal. Nous croyons que à ce niveau-là, la CAF va intervenir pour que les gens puissent avoir accès à l'Internet. Parce que si nous n'avons pas accès à l'Internet, nous ne pourrons pas travailler. Face à ces difficultés, le ministère des Sports s'engage à apporter son soutien. Je crois que là aussi, il faut que l'on se dise clairement ce que le gouvernement peut faire et ce que le gouvernement ne peut pas faire. Nous avons beaucoup de quotidiens, beaucoup de magazines, beaucoup d'hebdos. Le gouvernement ne peut pas donner un titre de transport à tout ce qu'il y a comme journaux, magazines et publications. Je verrai avec la NPS ce que le gouvernement peut faire. D'ici le début de la compétition, la NPS compte jouer son rôle d'alerte pour parer à toute éventualité. A signaler aussi que la structure associative prévoit de mettre à la disposition des reporters présents à la CAN une maison de la presse. Autant de mesures prises pour garantir une bonne couverture des grands moments sportifs à venir. Après la CAN, la Ligue 1, Giraffe Douane et Yogo Nyaritali se sont rencontrés ce week-end. Oui, dans la poule B, 2 matchs étaient au rendez-vous ce week-end au stade de Demba Diop. Nyaritali a battu Yogo sur le score d'1-0. Dans l'autre match, le Giraffe de Dakar et l'AS Douane ont fait match nul 0 but partout. Le résumé est signé Ibrahim Mboup. Nyaritali assure le minimum syndical devant Yego, une victoire d'une courte tête qui propulse NGB à la tête de la poule B et relègue les 6 Capois à la dernière place. L'unique but du match a été inscrit à la 25e minute. C'est le défenseur de Yego, Pape Ousmane Lo, qui a marqué contre son camp un vrai but d'attaquant, pleine lucarne. L'action est bien amorcée sur le flanc par le très offensif Djibi Diaw Tirera. Le mauvais renvoi de Pape Ousmane Lo laisse sur le carreau le portier Moussa Sarr. Piqué au vif, Yego réagit surtout en seconde période. Ici, Lamine Ndiaye envoie un coup de canon dans les buts de Cheikh Bamba Thioub. Une frappe puissante qui passe au-dessus de la transversale. En fin de partie, Aliou Cissé a failli doubler la mise. Un tir tendu détourné en corner par Moussa Sarr. Au finish, Nyaritali empoche les 3 points. En première heure, le Giraffe et l'AS Douane se sont quittés sur un score nul et vierge. Les Verts et Blancs ont dominé toute la partie. Un match à sens unique, une flopée d'occasions franches, un manque de pragmatisme devant. Tous les ingrédients d'un match nul étaient réunis.
Ligue 1 toujours, Duc GFC et US Gorée se sont aussi affrontés. Oui, le Duc a battu hier le Guédiawaye Football Club sur la marque d'1-0 au stade Demba Diop. Par ailleurs, le leader de la poule A, tenant du titre, l'ISO a été tenu en échec par l'US Gorée. Retour sur les temps forts de ces deux rencontres avec Thierno Dramé. Après une sortie complètement manquée contre Djambar, Gorée devait vite purger l'eau pour ne pas couler. Aujourd'hui quand même, ils ont joué un match sérieux. Je ne sais pas si c'était l'ISO ou un autre, mais quand même aujourd'hui, ils se sont appliqués sur tous les plans. Contre le champion en titre, la tâche s'annonçait très ardue. L'ISO se montre d'entrée menaçant, mais bute sur une bonne défense goréenne. C'est finalement sur balle arrêtée que les Wakamois vont trouver la faille. Baye Omar Niassa, l'affût dans la surface, coupe la trajectoire du coup franc de Moussa John et prend un contre-pied le gardien goréen. C'était à la 32e minute. Menés au score, les Goréens doivent vite réagir avant que le doute ne s'installe. C'est ainsi qu'à la 43e minute, Alassane Diallo, bien placé au second poteau, reprend de la tête un centre venu de la droite pour battre en deux temps Bablatir Ndiaye. Partout, c'est le score à la mi-temps. Un score qui ne bougera pas en deuxième période. Gorée réagit bien après la déculottée subie contre Djambar. Quant aux Wakamois, ils sont certes stoppés, mais se maintiennent en tête du classement de la poule A. Je pense que Gorée était bien organisé aujourd'hui. Et vraiment, j'ai aimé leur réaction et le jeu dans l'ensemble. Ils nous ont posé des problèmes. Nous n'avons pas pu quand même vraiment les manœuvrer. Et je pense que le résultat traduit la réalité du match. En première heure, toujours dans la poule A, le Duc a pris le dessus sur le GFC. 1-0, un superbe but très matinal marqué dès la 3e minute par Alioune Fall. Les étudiants, après des débuts chaotiques, commencent à sortir la tête de l'eau, mais restent derrière Guédiawaye au classement et occupent désormais la 7e place. Sargal Foot Pro, la 3e édition se prépare. Oui, la Ligue sénégalaise de football professionnel est à pied d'œuvre pour la 3e édition de la soirée Sargal Foot Pro. Cette année, des innovations de taille seront apportées avec notamment la présence des Lions de la Teranga. Les dirigeants du football ont déboursé 50 millions de francs CFA pour récompenser les meilleurs acteurs. Ils étaient en conférence de presse ce week-end. Compte rendu Aïssatou François Sec. Et de 3 pour la soirée Sargal Foot Pro, un moment fort dans l'agenda sportif sénégalais pour récompenser les meilleurs acteurs qui se sont distingués au cours de l'année 2011. Tout un symbole dans un contexte particulier. Nous avons délibérément choisi d'attendre un événement, celui de la Coupe d'Afrique des Nations. La Ligue sénégalaise de football professionnel, qui est le dépositaire du football d'élite au Sénégal, est parmi ceux qui sont les premiers interpellés. Et nous avons ainsi décidé de placer ce Sargal sous le sceau et à l'intention des Lions de la Teranga. Des Lions qui remettront des récompenses aux locaux. Arbitres, entraîneurs, joueurs, bref, tous les acteurs seront récompensés le 14 janvier 2012. La presse ne sera pas en reste. Elle se verra décerner un prix spécial. Une opération de charme pour une soirée dont le budget est estimé à 50 millions de francs CFA. Quand on organise une soirée comme ça avec un partenaire, en tout cas comme la RTS, qui a des moyens de diffusion très puissants et qui diffuse partout au Sénégal et en dehors du Sénégal, nous cherchons aussi à attirer en tout cas des annonceurs. Nous sommes dans une logique de séduction et cet événement-là nous donne l'occasion de le faire. Pour promouvoir le consommé sénégalais, les trophées seront en bronze. De même, une écharpe aux couleurs nationales sera offerte à chaque Lion. Une manière pour la Ligue professionnelle d'accompagner les Lions à la CAN 2012. Et ce sera au rythme de Daradji,
Titi et Salam Diallo. Nawetan Ziguinchor, Santiaba s'adjuge le trophée zonal. Oui, Santiaba a battu Belfort par 1-0, une finale qui s'est déroulée sous les yeux du directeur général de la RTS Babacar Diagne, invité du Crédit Mutuel du Sénégal, Mamou Sagnon. L'ambiance, il y en avait au stade Aline Soukoué Diatta à l'occasion de cette finale zonale. Sur le terrain, malgré une visibilité faible des projecteurs, les deux équipes ont montré tout leur engagement, leur volonté de procurer un bon spectacle. Avec des actions menées de part et d'autre, la finale a tenu toutes ses promesses. C'est l'équipe de Santiaba qui l'a finalement remporté face à Belfort 1-0. Venu apporter son soutien au mouvement navétane, le Crédit Mutuel sénégalais n'a pas lésiné sur les moyens. La structure financière a mis à la disposition des équipes et des organisateurs des équipements, des trophées, des enveloppes financières. Le Crédit Mutuel se veut un instrument proche des populations. C'est là un de ses objectifs qui justifie son implication dans le développement du mouvement associatif. Le Crédit Mutuel sénégalais avait auparavant contribué pour une valeur de 2 millions de francs CFA à la fête de la RTS Ziguinchor. Arts martiaux, précisément le Viet Vo Dao était à l'honneur ce week-end à Derklé. Oui, le centre socio-culturel de Derklé a abrité samedi dernier la première édition du maire de la commune d'arrondissement de Castor, Derklé-Dieuppeul, Salif Mbaye, organisé par Amjung Club du Vovinam Vietnam Dao. Reportage Sensei Yadmalo. Des combats, il y en avait, mais le public s'est véritablement régalé avec les plateaux de démonstration proposés par le club Amdong de Derklé. Et pour la première édition de la Coupe du maire Salif Mbaye, les autres disciplines comme le karaté, le taekwondo et le kung-fu ont contribué grandement à la réussite de la manifestation. C'est avec un réel plaisir, parce que déjà, quand on dit sport, moi je trouve que c'est très important parce que c'est la santé, c'est l'esprit compétitivité, c'est la persévérance. Il y a tellement de qualificatifs qui concernent le sport. L'organisation était parfaite et toutes les dispositions avaient été prises par les organisateurs et le maire a marqué sa présence et au plan technique, son trophée a été âprement disputé. Tant du côté des filles que des garçons, les combats étaient serrés. C'est des activités très saines, des activités quand même sportives, disons, qui allient et donc la pratique sportive, donc physique, en proprement parler, plus maintenant un contenu qui disons assez spirituel, philosophique et tout, c'est un peu donc le contenu des arts martiaux. Et à ce niveau-là, je crois que c'est quelque chose évidemment qu'il faut encourager, n'est-ce pas? Et c'est ça un peu donc qui fait l'esprit Boudoka. Et à ce niveau, je crois qu'on est en phase en tout cas avec les clubs de Amdong Club de Derklé. Avec ces jeunes pousses du Vovinam Viet Vo Dao de Amdong, les spectateurs y ont trouvé du plaisir. C'est dire que de la bonne graine est semée dans les dojos au niveau des arts martiaux et le Viet Vo Dao en est une illustration. Je suis pratiquement le seul qui est en train de former des enfants au niveau du Vovinam Viet Vo Dao et j'opte pour ça. C'est des gens qu'il faut encadrer dès le bas âge et à les former aussi bien sur le plan technique, physique que mental. Les responsables de la commune d'arrondissement, parents, amis, invités et combattants ont reçu le trophée et médailles, ce qui a marqué la fin de la première édition de la Coupe du maire Salif Mbaye. Quelques annonces pour terminer. Oui, dans la pétanque Tidjane, la 6e édition du tournoi Open de pétanque Central Park disputée ce week-end a vu la victoire de la triplette Yankhoba Sow de Diamono Pétanque Club de Pékin, Babacar Dien Matalissal de la Renaissance Pétanque de Saint-Louis. À l'issue de la 4e journée qualificative pour les prochains championnats du monde prévus en 2012 à Marseille, le classement s'établit comme suit. Première, Renaissance Pétanque de Saint-Louis. Deuxième, Sporting Club de Dakar. Troisième, Sokosim du football. Pour terminer, Lionel Messi, l'Argentin,
et sociétaire du Barça vient de remporter le ballon d'or européen devant Cristiano Ronaldo et son coéquipier Xavi. À 24 ans, l'Argentin rejoint ainsi le Français Michel Platini, seul joueur à avoir conservé le trophée 3 années de suite. Chapeau Tidiane à Messi. Un Messi du ballon, un joueur sur le berceau duquel toutes les fées du football se sont penchées. Merci Abdoulaye Fofanasek. Je vous remercie Tidiane. Et nous en venons au dossier spécial Magal 2012 à 3 jours de l'événement. Touba est le point de convergence de milliers de fidèles. Le ministre d'État Aïda Mbodj s'est rendu dans la ville sainte. Elle a été reçue par le khalife général et le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre. Pape Bounatiao. Tous les chemins mènent à Touba. La cité religieuse se prépare à accueillir les disciples mourides pour le Grand Magal. À quelques jours de l'événement, le ministre d'État Aïda Mbodj est venu rendre visite au khalife général Serigne Cheikh Sidi Matiley Mbacké. Le ministre d'État, ministre de la Famille et des organisations féminines est venu recueillir des prières en bon talibé, mais aussi rendre compte au khalife des efforts entrepris par son département pour la réussite de l'édition 2012 du Magal de Touba. Quant au khalife, il s'est réjoui de toutes les mesures prises par l'État pour la réussite de l'événement. La délégation a été ensuite reçue par le porte-parole du khalife Serigne Bass Abdou Khadre. Ici également, les dispositions prises pour la réussite du Magal ont été passées en revue. Le président Wade s'est rendu aujourd'hui dans la ville sainte. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Pour s'imprégner des préparatifs du Grand Magal de Touba, le ministre de l'Action sociale a effectué une tournée dans la cité religieuse. Aminata Lo a profité de cette occasion pour remettre un don de denrées alimentaires au comité d'organisation. Tchorodia. À 72 heures du Magal, talibé, autorités administratives et locales s'activent pour la réussite de ce grand événement religieux. Le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale a effectué le déplacement pour remettre la participation du gouvernement. 100 tonnes de riz, 1000 litres d'huile, de la tomate, du sucre sont entre autres les denrées remises au comité d'organisation par le ministre. Touba est aujourd'hui le lieu de convergence de tous les musulmans, mais notamment de la communauté mouride. Et donc c'est des moments où toutes les familles religieuses de Touba reçoivent d'énormes pèlerins, de nombreux pèlerins qui viennent donc pour se recueillir, pour prier ensemble. C'est des moments de solidarité. Aminata Lo a profité de cette occasion pour rendre visite au khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké à Guy-Mind. Cette visite, c'est de venir rencontrer le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, de recueillir ses prières en cette période à quelques jours du Magal. Donc je me dois de lui demander, au nom du chef de l'État, son Excellence Maître Abdoulaye Wade, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, de formuler des prières. Lors de cette tournée dans la cité religieuse, le ministre de l'Action sociale a promis d'informer ses collègues sur tout dysfonctionnement et revendications. Tout ceci pour aider les pèlerins à passer un excellent séjour à Touba. Serigne Mbaye Sarr, ce disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, a choisi de lier son destin à celui du Cheikh en laissant ses daras pour se consacrer exclusivement au service de son maître, le fondateur du mouridisme. Il avait 78 ans quand il rencontrait Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Mbaye Sarr a quitté ce bas monde à l'âge de 136 ans. Alioune Badara Kane. La mosquée domine le paysage. Nous sommes à Médinatoul, le fief de la famille de Serigne Mbaye Sarr, dans la ville de Diourbel. Ici, le respect des préceptes de l'islam est sacré. Les petits-fils de Serigne Mbaye Sarr, ce grand disciple de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, se font un devoir de suivre la voie tracée par leur illustre Aïl, la foi, l'humilité et l'amour du travail. Serigne Mbaye Sarr faisait partie des disciples les plus âgés de Khadim Rassoul, mais il s'est chargé de l'approvisionnement en bois de chauffe de la grande résidence de son guide Khadim Rassoul à Diourbel.
cela, nous le perpétuons tous les vendredis et à l'occasion de chaque Magal. En dépit de son âge avancé, près de 70 ans, Serigne Baïsar choisit de quitter Ngumba, d'abandonner ses 12 daras ou écoles coraniques pour faire allégeance à Serigne Touba Khadim Rassoul. Auprès du Saint-Homme, Serigne Baïsar va démontrer tout son engagement et son sens élevé du travail. Avant de venir auprès de Serigne Touba Khadim Rassoul, Serigne Baïsar était déjà un grand Moukhaddam Tidjane, un exégète du Saint-Coran. Mais sa quête de la perfection l'a poussé à rejoindre Serigne Touba. Serigne Baïsar était un soufi accompli. Foi, humilité, amour du travail, ces trois mots suffisent pour brosser le portrait de Serigne Baïsar. L'homme a traversé son époque. Serigne Baïsar a quitté ce bas monde à l'âge de 136 ans. À 3 jours donc du Grand Magal de Touba, la communauté rurale a pris toutes les dispositions pour faire de l'événement un franc succès. Les autorités locales ont pris d'importantes mesures pour mettre les fidèles dans de bonnes conditions. Eau, santé, assainissement, éclairage public, bref, aucun domaine ne sera négligé. Ibrahim. À quelques jours du Grand Magal de Touba, la communauté rurale est à pied d'œuvre. Le bon déroulement de l'événement demeure le souci majeur des autorités locales. Toutes les dispositions ont été prises pour que les fidèles soient dans de bonnes conditions. Première priorité, la santé. Nous avons acheté des médicaments pour un coût de 20 millions de francs CFA. Ces médicaments sont distribués dans tous les postes de santé de la communauté rurale. Par ce geste, nous tenons à apporter notre soutien à l'État dans le cadre du Magal. Après la santé, l'assainissement. De nombreuses personnes ont été mobilisées par la communauté rurale de Touba. Leur principale tâche, rendre propres les différentes artères de la capitale du mouridisme. Pour ce qui est de l'assainissement, la communauté a pris les devants. Les ordures qui sont dans la rue commencent à être ramassées. Le carburant est disponible pour faire fonctionner les camions de ramassage. La propreté de Touba est une de nos priorités à l'occasion du Magal. La communauté rurale a aussi apporté son soutien à Maou Rahmati, le comité qui gère l'approvisionnement de l'eau à Touba. Du gasoil a été mis à sa disposition pour un bon fonctionnement des forages. Dans la foulée, l'éclairage public a été refait dans toute la ville. Développement démographique et urbain de Touba, objet de recherche, l'universitaire Eric Ross s'intéresse depuis une vingtaine d'années à l'aménagement de la cité religieuse. La ville s'agrandit d'année en année, mais pour le géographe, des solutions alternatives s'imposent pour une meilleure gestion de l'assainissement. Pour le moment, ces recherches ne sont publiées qu'en anglais, mais il envisage de les traduire en français. Aboubakri Khan. Je m'appelle Eric Ross, je suis... Eric Ross est professeur de géographie à l'université privée Al-Kharawin au Maroc. Il fait des recherches sur la ville de Touba depuis plus de 20 ans. Ce qui l'intéresse le plus, c'est le développement démographique et urbain de la cité religieuse. Dans ses recherches, le géographe trouve que l'aménagement de la ville exprime une transcendance entre le monde matériel et le monde spirituel. Ce qui est de particulier à Touba, c'est que les concepts spirituels exprimés dans le soufisme, entre autres dans les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba, ont servi de support idéationnel pour l'aménagement. C'est-à-dire le fait que cette ville a un plan radiocentrique où les grands avenues convergent vers la mosquée, que cette ville est entourée d'une rocade, en fait de plusieurs rocades, fait que le plan même de la ville exprime une certaine transcendance entre le monde matériel et le monde spirituel. Mais au-delà de l'aspect spirituel, l'aménagement de la ville prend aussi en compte la dimension sociale, notamment dans le lotissement.
maisons ont tendance à être assez grandes comparées aux lotissements qu'on trouve dans les autres villes du Sénégal et surtout à Dakar. Donc des grands lotissements, ça veut dire d'une part que certaines activités semi-urbaines, semi-agricoles, comme avoir du bétail à la maison, par exemple, peuvent s'intégrer dans le tissu urbain, alors que c'est plus problématique dans une ville comme Dakar. Deuxièmement, les grandes concessions à Touba font que les familles étendues qu'on a au Sénégal peuvent se développer plus à l'aise. Les grandes concessions à Touba permettent en effet le développement des familles sur plusieurs générations. Pour le géographe, Touba est destiné à s'accroître et la communauté mouride a les moyens de mobiliser l'expertise et la main-d'œuvre nécessaires à la gestion de l'urbanisation. Pour autant, à long terme, l'assainissement et la gestion des déchets vont nécessiter une solution alternative. À moyen terme, c'est sûr que ça prend des solutions plus durables. Jusqu'à maintenant, ça a marché, mais c'est sûr que si on pense à une ville d'1 million ou plus d'habitants, dans une perspective très courte, faut trouver d'autres solutions. Ces recherches sont publiées en anglais aux États-Unis. Eric Ross promet leur traduction en français pour une accessibilité au grand public. Ainsi se referment les volets de l'actualité. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bonsoir.